Depuis que je suis tout petit, ma grand-mère maternelle occupe une place à part dans ma vie. Dans une famille recomposée au fil des mariages et des divorces, des deuils et des crises, Françoise a toujours incarné pour moi la figure de la stabilité et de la confiance. C'est aussi la personne qui m'écoute et qui m'aime sans condition depuis que je suis né. En découvrant le roman autobiographique Les années d'Annie Ernaux, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère. Tout comme l'autrice, j'ai eu envie qu'elle se raconte à travers des photos et des souvenirs. Je lui ai donc proposé de raconter 60 ans d'existence, de sa naissance en 1943 jusqu'au début des années 2000. Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérand. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 1, des origines à l'enfance. Je commence par ma grand-mère maternelle, qui elle était alsacienne. Et quand elle était jeune, parce que c'était quand même une époque où il y avait des difficultés financières, etc. Et à 18 ans, on l'a mis comme bonne dans une famille. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, ces filles-là, elles travaillaient très dur, quoi. Il y a eu donc la guerre de 14, et il y avait un soldat qui était en Alsace, et il a connu ma grand-mère. Une jeune fille de 18 ans, il l'a séduite, elle s'est trouvée enceinte, et lui, avec son régiment, il est reparti. Ce monsieur-là, il venait du nord de la France. Quand la guerre était finie, il savait quand même que cette jeune femme-là qu'il avait mis enceinte, ma grand-mère, qu'elle avait eu un bébé, une petite fille. Et comme c'était un homme d'honneur, il est reparti en Alsace pour épouser cette jeune fille-là. Parce qu'il savait qu'il était papa et puis qu'il ne fallait pas laisser cette fille-là seule. Et il l'a emmenée dans le nord. Et ses parents étaient bouchers, tout près de Cambrai d'ailleurs. Et ma grand-mère est arrivée dans le nord alors qu'elle parlait, si elle parlait français, mais elle parlait beaucoup l'alsacien, bien entendu. Mais ses parents avaient toujours exigé qu'il parle français, alors beaucoup de gens parlaient encore allemand à cette époque-là. Et elle est arrivée. Donc mon grand-père a présenté sa femme et sa petite fille. Et là, les parents de mon grand-père ne l'ont pas accepté parce qu'ils ont dit « tu nous ramènes une boche ». Ça a été terrible pour ma grand-mère, ça, de se faire traiter de boche, alors qu'eux ont toujours refusé, justement, les Allemands, en tant qu'Alsaciens. Et au bout de quelques jours, il y a sa belle-mère qui l'a emmené devant le monument aux morts du village où ils étaient, parce qu'elle a vécu chez eux en plus pendant un rude moment, donc ça devait être une horreur totale. Elle l'a mis devant le monument aux morts, puis elle a dit, tu vois ce qu'elle a dit à sa belle-fille, donc ma grand-mère, j'aurais préféré voir le nom de mon fils sur le monument que d'avoir épousé une boche. C'était une horreur, une horreur. Donc après, lui il est devenu boucher à Valenciennes avec sa femme, sa petite fille, ils ont une deuxième petite fille, et un jour, il y a la dernière guerre, là, il y a des Allemands qui venaient pour chercher de la viande, etc. Et un beau jour, il y a un des Allemands qui était là dans la boutique qui était devenu désagréable avec mon grand-père, etc. Et ma grand-mère est arrivée dans la boutique et elle lui a parlé allemand. Il l'a regardé un peu surpris, il lui dit « Comment ça se fait que vous parlez allemand, que vous habitez ici ?» Elle lui a répondu « Je ne suis pas allemande, je suis alsacienne. Et je vous prierai de sortir. » Et l'Allemand est sorti. Mais je pense que cette dame-là devait être très malheureuse. Parce que même dans son commerce, à ce moment-là, c'était à Saint-Amand-les-Eaux, elle a entendu de temps en temps que c'était une boche. Les gens, on était odieux pendant et après la guerre. Je pense que c'était une femme... Elle, comme lui, c'était des gens gentils, vraiment très très gentils. Mais elle a dû souffrir énormément de cette situation-là. J'en suis certaine. Nous tous dans la famille, c'est ce qu'on disait.
Un jour, elle a voulu se suicider quand même. Et c'est grand-maman Nelly, elle est rentrée de l'école, et puis elle est arrivée dans la pièce et elle était en train de se pendre. Elle a dû souffrir, cette femme-là, mais quelque chose de terrible, de se faire traiter de boche alors qu'elle avait une famille qui justement rejetait les Allemands. Parce qu'ils ont toujours voulu parler français. Et c'est pour ça qu'ils parlaient français couramment. Et ma grand-mère, on parlait alsacien forcément couramment aussi. Et je me souviens, quand j'étais petite, ça m'impressionnait parce qu'elle tricotait beaucoup. Et quand on compte les mailles d'un tricot, elle le comptait en allemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça que je savais compter au moins jusqu'à 10, quoi. Et par contre, elle avait une sœur... ils étaient 3 sœurs à cette époque-là. Et elle avait une sœur qui, elle, ne parlait pas du tout français, elle parlait qu'alsacien. Tout ce que ça veut dire, c'était chantier. Elle nous disait chantier, chantier. Ah oui, toute la famille était restée en Alsace. Il y a quelqu'un qui a été, malheureusement, son mari l'a emmené dans le Nord, quoi. J'ai un vague souvenir de mon arrière-grand-père. Il avait des grandes moustaches. Et le soir, il mettait un genre de masque pour que pendant la nuit, les moustaches, elles restent bien droites. C'est tout ça. Et les toilettes qui se trouvaient au fond du jardin. C'était une cabane avec une planche et un trou. Et quand on était petit, on n'y allait pas souvent, enfin on y allait quand même. Et on avait peur de ce trou. Qu'est-ce qu'il y avait au fond de ce trou ? Mon père sortait d'un milieu un peu cossu, mais sa mère avait une imprimerie à Valenciennes, dans le Nord. Et là, c'est un peu un mystère que je n'ai jamais réussi à savoir, parce que malheureusement, les grands-parents, parents, tout ça sont décédés maintenant. Comment se fait-il que cette dame avait cette imprimerie ? Je ne sais pas. C'était un mystère. Et il y avait son fils aîné, qui s'appelait Pierre, qui était un peu le patron de cette imprimerie. Et il y avait un deuxième enfant, qui était mon père, mais qui était maltraité par son frère Pierre. Ce Pierre jouait un petit peu au grand patron. Et mon père Jean en a eu marre un petit peu de cette situation et il est parti au service militaire. Et à cette époque-là, il fallait être majeur à 21 ans et il n'en avait que 18. Et c'est son frère Pierre qui a signé un papier comme quoi il partait au service militaire et il s'est retrouvé au Maroc à 18 ans. Donc mon père, quand il est rentré du service militaire, n'est pas reparti à l'imprimerie parce qu'il ne voulait pas de nouveau être en conflit avec ni sa mère ni son frère aîné. Et il a travaillé dans une entreprise comme un simple employé. Et comme il ne gagnait pas assez d'argent, il a été dépositaire de bière à Amiens. Il est parti sur Amiens et là, on livrait des gros fûts de bière qu'on allait chercher à la gare, qui arrivait par le train. Là, il les mettait dans des fûts et ces petits fûts-là étaient livrés après dans les cafés. Et à cette époque-là, les garçons, ils allaient au bal. Ils allaient au bal, mais toujours avec les parents, attention. Hein, les filles, elles n'avaient pas le droit de sortir sans les parents. Donc, elle allait au bal avec ses parents. Et puis, elle était une fois invitée par un monsieur, un jeune, qui s'appelait donc Jean. Et il l'a draguée déjà ce soir-là. Le dimanche, ou le samedi soir ou le dimanche, ils allaient de nouveau au bal. Il était forcément là, première ligne. Il a réinvité donc Nelly, ma mère. Et puis d'un seul coup, les lumières se sont un peu, pas éteintes complètement, mais ils ont un peu baissé la luminosité. Et alors, pour la petite histoire, il y a mon père qui nous racontait qu'il a dit à ma mère, enfin, cette jeune fille qui draguait, ferme un peu les yeux. Elle a fermé les yeux et il l'a embrassée sur la bouche. Elle n'a pas résisté. Ils se sont mariés quelques temps après. Il avait acquis une autonomie financière, mais il travaillait énormément. C'était un métier très, très, très dur. Et à quel point c'est que même un jour, parce que pour livrer des fûts de bière chez les cafetiers, il y allait avec quelques personnes, des employés à lui, et pour faire plaisir aux cafetiers, parce que les cafetiers sont tous très gentils, mais à chaque fois on offrait l'apéritif. Et un jour mon père est rentré et a dit à sa femme, j'arrête ce métier parce que sinon je vais devenir ivrogne. Et c'est là qu'il a créé son entreprise de limonaderie, toujours sur Amiens.
On parlait de la famille de mon père, mais les relations n'ont jamais été très très bonnes en fin de compte. Ma grand-mère paternelle avait quitté donc cette entreprise à Valenciennes et était venue vivre à Amiens. Donc c'est une dame que l'on voyait très régulièrement, mais qui avait toujours une préférence pour sa famille à Valenciennes, dont ses petites filles. Et nous, alors qu'on était présents en permanence, mais on sentait qu'il y avait une grosse différence. Par contre, du côté de maman, qui habitait à Saint-Amand-les-Eaux, tout près de Valenciennes, et mon grand-père était boucher. Et c'était des gens très très gentils. Mon grand-père était très très gentil. Il adorait ses filles, dont maman, et ses petits-enfants. Étant née en 1943, Françoise n'a pas de souvenir de la guerre. Pourtant, je lui demande dans quel contexte elle naît, dans une France occupée, et alors que son père revient d'un camp de prisonniers. Il a eu une histoire quand même incroyable, c'est qu'il avait hérité du côté maternel d'un petit doigt à la main gauche qui était crochu. Quand il était fait prisonnier donc au Touquet Paris-Plage, il est allé en Prusse orientale, et là il y a les Allemands qui lui ont demandé qu'est-ce que vous faisiez comme métier. Et il a une idée de génie, il a dit je suis cultivateur. Donc il est parti dans une ferme, parce qu'il s'est dit si je dis ça, j'irai dans une ferme et dans une ferme je pourrai me manger. Il a quand même été prisonnier pendant 2 ans. Et un jour, il y a un Allemand qui venait forcément de temps en temps voir les prisonniers. Et puis, il est tombé sur le petit doigt de mon père. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Et les Allemands avaient une peur bleue des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Et mon père a dit, ben voilà, j'ai une maladie, c'est de pire en pire. Mon petit doigt, il se recroqueville. Et j'ai en plus très très mal. Et donc là, l'Allemand, il a été un peu inquiet. Et il a dit, je vais m'enseigner, je vais voir un médecin, voir un peu c'est quoi cette maladie-là qu'on ne connaît pas. Et mon père, pour accentuer la malformation de son petit doigt, se faisait bander la main tous les soirs par un de ses prisonniers. Oui. Il lui bandait donc la main toute la nuit, pour que la nuit, ce petit doigt reste toujours plié. Et les Allemands, de temps en temps, ils venaient et ils lui piquaient le début des doigts avec une aiguille et le regardaient dans les yeux, pour voir s'il ne pleurait pas, s'il n'avait pas des larmes qui arrivaient. Parce que s'il avait des larmes, ça voulait dire qu'il sentait quelque chose, alors qu'il disait qu'il ne sentait plus rien. Et toujours est-il que ça a duré comme ça quelque temps. Et puis un beau jour, les Allemands lui ont dit, vous êtes, je ne sais pas si on dit réformé, je ne sais pas. Toujours est-il, on vous renvoie dans vos foyers. Et pour la petite histoire, quand il est monté dans la camionnette avec les Allemands qui l'ont mis dans un train, il a enlevé son pansement et puis il a fait signe à ses copains au revoir en faisant marcher son petit doigt. Claudine était née avant que mon père ne parte en tant que prisonnier. Et moi je me souviens toujours que maman disait, qui nous racontait bien sûr, quand papa y rentrera, t'auras un petit frère, qu'elle lui disait. Et en effet, quand il est rentré, il y a eu un petit frère qui est arrivé 9 mois plus tard. Pourquoi il s'est retrouvé au Touquet ? Parce que si tu veux, il y avait beaucoup de choses de non dites. Parce que les gens qui avaient, par exemple, comme les personnes qui rentrent des camps de concentration, qui ne voulaient pas raconter toute l'horreur qu'ils ont vue ou qu'ils ont subie. Les gens se taisent. Et mon père n'aimait pas parler de tout ça, c'est curieux. Hein. Donc quand on posait une question, il répondait, mais c'était vague, et puis on passait à autre chose, quoi. Alors nous, je pense qu'on n'était pas assez curieux, en fin de compte. On n'a jamais assisté. Parce que la guerre, quand tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça te passe au-dessus de la tête, tu n'arrives pas à comprendre. C'est beaucoup plus tard que tu dis, mais c'était la guerre, mais comment ils pouvaient vivre ? Ils avaient quand même déjà une fille. Comment ils vivaient ? On savait qu'il y avait les tickets. Eux, ils ont moins souffert parce que du fait que maman avait un père qui était boucher. Donc, il y avait possibilité d'avoir beaucoup de viande. Eux n'ont pas souffert de la restriction, en fin de compte. Parce qu'en plus, quand mon père a été prisonnier, ma mère est partie vivre avec ses parents donc, à Saint-Amand-les-Eaux, avec sa petite fille. Mais ils n'ont pas souffert du tout de manque de nourriture. Parce que lui, il va échanger, mettons, un roast beef contre un kilo de pommes de terre. Donc, eux n'ont pas souffert du tout de ça.
Mais pourquoi mon père s'est retrouvé au Touquet, prisonnier là-bas, pour moi, j'avoue que c'est un grand mystère. Et malheureusement, je crois que je ne le saurai plus jamais, parce que ma sœur aînée, qui elle aurait pu me répondre, est en train de malheureusement de décéder. Mon frère aîné, qui aurait pu me répondre, lui, il est Alzheimer. Donc voilà, je suis la dernière. Et ça m'est par moments difficile de dire, tiens, j'aimerais bien poser telle question, mais je sais que je n'aurai plus jamais de réponse. Et ça m'a fait la même chose quand ma mère est décédée. Il y a des fois, j'étais... Une pensée, mais quand on dit c'est une pensée qui dure 1 milliard de dixièmes de seconde, il faudra que je lui demande. Puis tu dis, je ne peux plus lui demander, elle est morte. Et ça, c'est un manque, en fin de compte. Et je pense qu'on a tort de ne pas poser plus de questions à ses parents ou à ses grands-parents. On déménage contraint et forcé, puisque c'est là qu'après-guerre, ils ont reconstruit la gare d'Amiens. Et il y a eu également la tour Perret. Tout le quartier a été complètement transformé et pour ça, il fallait abattre les maisons qui étaient à côté de la gare, enfin de l'ancienne gare, et il y avait encore les voies de chemin de fer qui arrivaient à cette époque-là. Alors, on a été expropriés et là, mon père a cherché une maison parce qu'il y a eu un 4e enfant entre-temps, donc nous avions 4 enfants et il a adoré la nature, il adorait les bêtes, donc il voulait une maison, une grande maison avec un jardin. C'était son rêve. Contrairement à ma mère qui, elle, n'aimait que les appartements. Mais appartement avec 4 enfants, c'était pas possible. Et nous sommes arrivés donc, dans cette maison. Et là, c'était le rêve pour nous tous, parce que c'était un grand jardin et les enfants adoraient aller dans le jardin. Non, on était comme assez proches, tous les 4. Bon, d'abord parce que mon père, c'est un homme qui était... quelque part, attention, un peu sévère, mais très juste, et qui adorait sa famille et ses enfants. Il inventait des jeux, on faisait beaucoup de jeux avec lui, on allait pique-niquer, mon père adorait la pêche, il louait des étangs, on allait à la pêche, on pique-niquait beaucoup, on l'aidait dans les travaux du jardin, mais on s'entendait bien tous les 4, avec comme 4 enfants, de temps en temps, des grandes disputes. À cette époque-là, très peu de femmes travaillaient. Moi, je me souviens beaucoup, régulièrement même, qu'une fois par semaine, mon père lui donnait sa semaine. Et tous les ans, à la rentrée des classes, il fallait rechausser les enfants parce qu'on avait grandi pendant les vacances. Les jupes, elles étaient trop courtes, les pantalons trop courts aussi. Et là, c'était la grande dispute entre ma mère et mon père parce qu'il fallait qu'il lui donne une rallonge sur sa semaine. Et là, c'était dramatique. Et dans cette maison, avec ce grand jardin, mais la maison en soi n'était pas si grande que ça, en fin de compte. Elle nous semblait grande parce qu'on était enfants, mais il n'y avait que 3 chambres au départ. Donc les 2 garçons couchaient ensemble et les 2 filles ensemble. Les 2 garçons ont eu droit à 2 lits séparés et nous, on n'avait qu'un grand lit pour nous 2. Jusqu'à ce qu'ils ont fait une chambre dans le grenier pour ma sœur aînée. Donc là, on s'est séparés, elle en haut et moi l'étage en dessous. Il y a eu, au départ, école privée, parce que c'était une école qui était tout près de la maison, quand on habitait à ce moment-là encore à la gare. Donc c'était plus facile pour conduire les enfants à l'école. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les voitures, on n'avait pas les cars, on n'avait pas les autobus, on n'avait pas tout ça, quoi. On reçoit tous les 4 une éducation religieuse. On allait tous les 4 au catéchisme, on a fait tous les 4 notre communion, et on allait beaucoup, parce que mon père travaillait beaucoup l'été, parce que c'est la période où les gens ont le plus soif. Et on allait beaucoup dans des camps organisés par des prêtres. Et je n'ai aucun regret. Mais ce qui s'appelle aucun regret, parce que je trouve qu'on a été bien éduqués, aussi bien par les parents que par les prêtres, contrairement à ce qui se passe actuellement. Et en plus, on avait des relations avec les prêtres que je pense qui n'existent plus maintenant. C'est-à-dire que les prêtres avaient beaucoup de... moi, je me souviens, on avait un prêtre qui venait manger une fois par semaine à la maison. C'était devenu presque un ami, en fin de compte. Mais on était bien élevés, très bien élevés. Éducation très classique. On en avait conscience, mais mes parents, surtout mon père, je parle toujours beaucoup de mon père, en fin de compte, lui ne la faisait pas. Il fallait qu'on reste humble,
même devant un simple ouvrier, même si financièrement on était au-dessus de ces gens-là. C'était encore c'était une période où on vivait beaucoup avec les amis, les vacances au bord de la mer, et toujours avec les amis, les mêmes amis, des bons amis. Donc on avait, comment je pourrais dire, on n'avait pas la liberté, façon de parler, d'aller traîner en ville. D'abord mes parents n'aimaient pas ça, et puis on avait, comment je pourrais dire, on était tellement bien éduqués que on n'avait pas trop envie d'enfreindre cette façon d'être élevé. J'ai un exemple frappant, c'est un jour on a été tellement odieux en classe que à midi, le cours de 11h à midi, que le professeur nous avait retenus, il a dit vous serez punis, vous ne sortirez que dans 5 minutes. Donc on avait 5 minutes de retard sur l'horaire. Et quand je suis rentrée à la maison, c'était tout près, maman m'a giflé. Tu traînes dans les rues, tu n'es qu'une traîneuse, je ne sais plus comment on appelait ça, bref. Et je me suis mise à pleurer, je me suis dit, c'est pas vrai maman, c'est pas de notre faute, c'est le professeur qui nous a retenus. Et ma mère ne m'a pas cru. Donc quand j'ai retrouvé le professeur le lendemain, je lui ai demandé qu'il me fasse un mot pour mes parents, pour prouver que c'était pas de ma faute, que je ne traînais pas dans la rue. On n'avait pas les mêmes rapports que maintenant. On connaissait les professeurs. D'autant plus que nous, on habitait tout près de ce qu'on appelait à cette époque-là la cité scolaire. Et on passait par le jardin, on passait même pas par les boulevards. On traversait le jardin et on arrivait directement à l'école, enfin au lycée. Et on avait un professeur de gymnastique qui, quand il faisait cours, avec ma soeur aînée et mon frère aîné, à la fin du cours, il prenait une demi-heure, on repassait par le jardin et mon père ou maman, on offrait un soda ou une limonade à ces gens-là. Donc les rapports n'étaient pas les mêmes. On connaissait très bien le proviseur, on connaissait les professeurs. C'était moins personnel que maintenant. La ville, oui, j'ai vu la ville changer, j'ai vu plein de choses se faire, mais ça faisait partie de ma vie, ça ne me choquait pas. On allait souvent à la piscine aussi. Et ces piscines-là, c'était pas comme maintenant, c'est-à-dire que c'était souvent de l'eau de la Somme. Donc on avait des piscines qui n'étaient pas très très bonnes, mais on n'a jamais été malade. Bon, il n'y avait pas le service des poubelles, on mettait des sacs dehors. Et je ne sais plus s'ils passaient tous les 8 jours ou 15 jours, je ne sais plus ça. Et on nettoyait beaucoup nous-mêmes les trottoirs, les caniveaux, etc. Moi j'adorais ça. J'adorais prendre un tuyau puis nettoyer. J'ai toujours aimé nettoyer, ce qui est vrai. Tous les matins, on avait quelqu'un d'une ferme, certainement à l'extérieur d'Amiens, tout près, qui venait livrer le lait dans des bouteilles de lait en verre, parce qu'à ce moment-là, le plastique n'existait pas, qu'on faisait bouillir parce que ce n'était pas du lait stérilisé. Mais tous les matins, on avait notre bouteille de lait devant la porte. Et ça n'a jamais été volé, en fin de compte. On avait une vie beaucoup plus simple. Bon, peut-être que dans des entreprises, dans des usines, les gens devaient en baver, je ne sais pas, mais je pense qu'on était heureux. Et c'est la période où on a commencé. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au tennis aussi. Je jouais beaucoup au tennis. Et il y avait un club de tennis qui était tout près également de la maison, mais qui était réservé aux adultes. C'est pas qu'il était réservé aux adultes, c'est qu'ils aimaient pas trop les enfants. Parce que les enfants, ça crie, ça envoie les balles n'importe où. Et nous, on y allait, on avait même fait un trou dans le grillage, et on attendait qu'ils partent, et à ce moment-là, on allait nous jouer. Ils avaient chacun, à leur façon, une autorité. C'est-à-dire que maman pouvait être aussi douce et quelquefois, on trouvait même injuste. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Que mon père, on savait qu'il avait une autorité peut-être plus importante que sa femme, mais il avait beaucoup plus de justesse, en fin de compte. On craignait plus les cris de notre mère que l'autorité de notre père. Elle criait, ben forcément il y en avait 4, hein, donc il fallait quand même qu'on obéisse. On mangeait tous les jours à la même heure, le midi, le soir. Si mon père rentrait un peu trop tard, et enfin qu'elle lui disait, Jean, t'as vu l'heure qu'il est? Même s'il avait 5 minutes de retard. Hein. Alors il disait, bah oui, tu sais très bien qu'à passer midi, je m'amuse, qu'il lui répondait. C'est curieux, c'est des souvenirs comme ça. Et je me souviens aussi d'une fois où c'était au réveillon. Et les parents, à cette époque-là, réveillonnaient sans nous, les enfants ne réveillonnaient pas. Et avec ma sœur aînée, quand on couchait donc encore dans la même chambre,
Mes parents n'est pas sortis ce soir-là. Et on voulait leur faire une surprise, c'est-à-dire qu'on avait, en douce, été chercher des coupes de champagne. Et en douce, on avait mis une bouteille de champagne dans notre lavabo, dans notre chambre, au frais, dans l'eau, en priant que maman ne le voit pas, bien entendu. Et on a attendu jusqu'à minuit. C'était long. Et à minuit, on a eu tellement peur de se faire disputer qu'on ne l'a pas fait. Et le lendemain, on l'a raconté. Et maman, elle a été effarée. Elle dit, mais enfin quoi, je ne vous aurais pas tué. Au contraire, on aurait trouvé ça charmant. Mais on avait cette crainte quand même d'enfreindre l'autorité. Et par exemple, tous les soirs, maman passait dans nos chambres et éteignait les lumières. Et j'avais une sœur aînée qui adorait lire. On avait une lampe de poche. On se mettait sous les couvertures, sous les dredons, pour qu'on ne voit pas la lumière, et on lisait. Ce qui est certain, c'est que nous, les filles, on a été reléguées plutôt au plan de filles. C'est-à-dire les filles n'avaient moins la parole. C'est pas qu'on avait moins la parole, mais par exemple, moi, je trouve que ma sœur aînée et moi, on n'était pas assez poussées dans nos études. Ce qui signifiait que on était déjà à savoir que les filles, ça ne travaillaient pas. Elles dépendaient du mari. Donc, il n'y a que ma sœur aînée qui a réussi à faire quelque chose, qui en a voulu et qui s'est battue contre même ses parents pour pouvoir arriver à quelque chose dans ses études. Et moi, on ne m'a pas poussée, donc j'ai arrêté très rapidement mes études. J'aime bien aller à l'école parce que j'avais beaucoup de copains, c'est surtout ça. Mais l'école en soi, non, j'étais pas très assidue. J'aimais pas trop, en fin de compte, quand même.